Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Vortex. Aujourd'hui, petit retour en arrière puisque nous voilà en 1996 avec la sortie du téléfilm américano-britannique Le Seigneur du Temps réalisé par Geoffrey Sax sur un scénario de Matthew Jacobs. Son titre original est Doctor Who, tout bêtement, mais il a aussi eu le nom de The Enemy Within et The TV Movie. Il est sorti aux États-Unis le 14 mai 1996, le 24 mai 1996 au Royaume-Uni et en France le 18 mars 1997. Pour ce Vortex, je suis accompagnée de Eden, Pierre et Nico. Salut! Salut! Eh bien, le bonjour! Des maths. Ah, comme par hasard. Bah oui. J'aurais dû dire boujou. Comment ça va? Ça va super. Bah écoute, ça va, très bien. Et toi, Adèle? Ça va, c'est mon deuxième Vortex où je présente. Un petit stress encore? Eh ben non, figure-toi même pas. Le talent. C'est ça. Eh bien, on va commencer sans plus tarder. Avant toute chose, je préfère préciser à tous ceux qui nous écoutent que cet épisode sera rempli de spoils. Pas comme Torchwood où on avait réussi à parler de la série sans spoiler. Donc là, si vous n'avez pas vu le téléfilm et que vous ne souhaitez pas connaître toute l'histoire, on vous conseille de le regarder dans un premier temps et de nous écouter après. Et si vous vous en fichez, sachez quand même que rien dans le téléfilm ne spoil la série de 2005. Donc normalement, si vous nous écoutez, ça ne vous empêchera pas de regarder tranquillement la série. Donc pour commencer, on va laisser la parole à Nico qui va nous présenter le projet du téléfilm et le contexte dans lequel il a été réalisé. À toi. Merci, et n'hésitez pas à me couper pour pas que ce soit juste en tunnel. S'il y avait un truc que vous voulez dire pendant mon histoire. Je remplace Pierre Castor, mais parce que c'est l'histoire de Doctor Who. Ouais, t'es plus... Nico Castor. Ouais, tu referas un générique à la bouche. Voilà, c'est ça. Donc du coup, pour un peu de contexte, je rappelle que la série Doctor Who a été annulée en 1989. Et donc, entre 1989 et 1991, Doctor Who a fait l'objet de nombreuses discussions pour des projets de coproduction, oscillant entre l'idée d'un film et celle d'une nouvelle série. Au cœur de certains de ces projets, on retrouve Philip Seagal, retenez bien ce nom, un producteur américain d'origine anglaise, profondément marqué par la série dans son enfance. Seagal était animé d'une ambition presque obsessionnelle, produire une version américaine de Doctor Who. En 1991, lorsque Seagal rejoint la branche télévision d'Amblin Pictures, la société de production de Steven Spielberg, il a pu reprendre son projet Doctor Who avec un plus grand pouvoir de conviction sur la BBC, puisque il avait maintenant à son côté l'un des plus grands producteurs de l'histoire approuvant son projet. Ça, c'est ouf quand même que Steven Spielberg, il ait à un moment donné été... alors, je dirais pas sûr de Doctor Who, mais il était associé un petit peu à Doctor Who, C'est juste excellent. Ouais, alors sachant que moi j'ai trouvé plusieurs sources un peu différentes, il y a plusieurs histoires autour de Spielberg. J'ai vu que sur le wiki il y avait écrit Steven Spielberg avait été attaché à un projet de film Doctor Who par Disney. Je retrouve absolument pas d'où sort cette histoire, donc je dis pas que c'est faux, hein. C'est juste que du coup j'en ai pas parlé parce que je sais pas d'où ça vient. Mais voilà. Pour moi c'est juste qu'il était avec Amblin Pictures, quoi. Philip Seagal. Donc je reprends. Après 2 longues années de négociations entre 1992 et 1994, la BBC et Universal Pictures, qui était la maison mère d'Amblin, ont finalement scellé un accord. Il débouchera d'abord sur 2 faux départs. Donc le premier consistait en une tentative de série télévisée par John Lickley, qui était imposé par Universal comme scénariste principal. Ensemble, avec Philip Seagal, ils ont produit une espèce de bible qui a été ensuite publiée, qui est une sorte de document fondateur pour la nouvelle série qui chamboulait radicalement le lore. Dans cette nouvelle version, le docteur et le maître étaient demi-frères. Oh là là. Tous les deux étaient fils d'Ulysse l'explorateur, le docteur ayant comme mère une humaine qui s'appelait Annalise. Et le plot, c'était que quand le maître devient président de Gallifrey, le docteur part à la recherche d'Ulysse dans l'univers pour reprendre le trône de Gallifrey, qui devait être le sien. Enfin bref, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un bordel sans nom. Ça me rappelle un truc, dans la série de 2005, il n'y a pas un personnage à un moment qui s'appelle Annalise ? Non, ça ne dit rien du tout. Si, alors je sais plus, c'est un épisode qu'on a déjà regardé, hein.
Parce que même que justement, on s'était dit que ça ressemblait à Analyse ou je sais plus. Et je me demande s'il n'y avait pas une anecdote là-dessus. Ah, C'est marrant, je sais pas s'il y a un lien ou pas, comme c'est un projet qui a été avorté. Je suis pas sûre, je pense que c'est une coïncidence, mais... Bah après, c'était... En fait, tout ça, la Bible en question, elle a été publiée en 2001, je crois, dans un livre justement que j'ai... qui m'a servi de source aussi pour raconter toute cette histoire. Donc j'ai pu justement aller voir dans le document, et à la fin du document, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on trouve toute une série d'idées d'épisodes, et c'est majoritairement des remakes d'histoires des classiques. Comme un truc qui s'appelait The Daleks, qui ressemble à un hybride entre l'histoire des classiques du même nom et Genesis of the Daleks. Autre changement bizarre, dans cette version, les Cybermen sont appelés des Sibs. Enfin bref, il y avait... Je peux faire juste une coupure? Vas-y. Ouais. J'ai retrouvé qui était Analyse, c'est pareil. la belle-mère de Martha. Ah, c'est ça. Et c'était Annalise. Écrit pareil? Ouais, c'est Analyse. Ok. Oh, c'est peut-être fait exprès. Hein. Du coup, c'était la mère du docteur. Oh là là. Oh, ça veut dire qu'ils sont beaux-frères avec... beaux-frères et belle-sœur. Non, demi-frère, demi-sœur avec Martha. Oh. Heureusement que c'est pas canon. Creepy. On va refaire toute l'histoire. Mais quand l'équipe est passée à l'écriture du script, Spielberg s'est retiré, jugeant le scénario trop proche d'un film Indiana Jones. Alors quand je dis ça, ça paraît pas logique. Mais en fait, j'ai appris plus tard que, en effet, le scénario du premier épisode, c'était un truc qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, il y avait des nazis. Et en plus, c'était genre un truc un peu... genre, en vrai, ça ressemblait peut-être un peu trop à Indiana Jones, pour de vrai. Et donc, le script est présenté à divers networks. Et c'est finalement la Fox qui l'accepte de le développer. Cependant, la Fox rejettera tout le travail de Lickley. Il a été viré. Et c'est Robert De Laurentiis qui est chargé de développer un nouveau script. Donc c'est le deuxième faux départ. Mais là, je vais pas aller plus dans le détail. À ce stade, le deal avec la Fox était le suivant. C'était produire un téléfilm. Et si le succès était au rendez-vous, continuer sous la forme d'une série. Le nouveau script de Laurentiis n'ayant pas également convaincu, il fut également remercié et le projet repartit à zéro. Au même moment, Seagal a quitté la société Amblin. Il est reparti avec le projet en cadeau, Spielberg voulant se retirer lui et sa société complètement. C'est dans ce contexte que la production du film, diffusé en 1996, a réellement démarré. Et donc Matthew Jacobs est engagé par la Fox pour écrire le scénario. De toutes les idées précédentes, seule celle du docteur à moitié humain est conservée. Cette version se voulait davantage fidèle à la série classique, en reprenant notamment des éléments de l'histoire du maître, et en ramenant Sylvester McCoy dans le rôle du 7e docteur pour assurer la transition. Côté casting, Paul Magan avait déjà été choisi à l'origine basé sur la version de Lickley. Avant lui, plusieurs grands noms avaient été envisagés. Liam Cunningham, qui est connu pour jouer Davos Mervo dans Game of Thrones, ou Roger Daltrey, qui est membre du groupe The Who, et même David Bowie, c'est des noms que j'ai vu passer. J'ai aussi vu Peter Capaldi qui aurait également été invité à auditionner à l'époque, mais il l'aurait décliné. Et je sais que j'ai déjà entendu plein d'autres noms assez fous. J'ai déjà entendu une fois quelqu'un parler de Michael Jackson, mais je pense que... Enfin, je sais pas, what the fuck, quoi. Bref. Le tournage fut fixé à Vancouver, au Canada, et Geoff Sachs est sélectionné comme réalisateur. Pour incarner le maître, Eric Roberts est choisi, un gros nom pensé pour attirer l'attention et promouvoir le film. Avant lui, Christopher Lloyd, qui est connu pour jouer Doc Brown dans Retour vers le futur, avait été pressenti, mais son cachet était trop élevé. Oh, le mec coûte trop cher, quoi. Ouais, voilà. Ah là là. Eh oui, mais à l'époque, il avait déjà fait Retour vers le futur, donc bon. Ah oui, il était déjà hyper connu. Et ouais. Ça aurait été stylé, cela dit. Hein. Ouais, je pense que ça aurait été Ouais. pas mal. Le tournage durera 29 jours, soit 4 de plus que prévu, et le tout pour un budget de 5 millions de dollars. Le téléfilm est diffusé en mai 1996, d'abord aux États-Unis sur la Fox, puis sur BBC One au Royaume-Uni, 3 jours après sa sortie en VHS. Si le film est bien accueilli en Angleterre, ce fut malheureusement un échec aux États-Unis, enterrant ainsi les espoirs d'une série dérivée. En France, le téléfilm est diffusé le 18 mars 1997 à 23h sur France 2 sous le nom Le Seigneur du Temps, puis rediffusé quelques fois, notamment 2 fois sur France 4 en 2005. Voilà. Le tournage qui a duré 29 jours, je trouve ça très court, mais je me rends pas compte, c'est peut-être un truc normal pour un téléfilm. C'est pour un téléfilm, c'était normal. Je crois que ce que j'avais vu, c'est que la norme, c'était même 20 jours et qu'on lui avait autorisé 25 jours à la base. D'accord. Ah ouais, c'est rapide. Hein. Bon, après, il n'y a pas non plus 40...
Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si ça avait pas l'air d'être très compliqué à tourner, vu que j'ai pas l'impression qu'il y avait besoin d'aller dans 40 000 endroits différents, mais quand même. Ouais, je pense qu'ils ont tourné à Vancouver, les trucs en extérieur, et Mm. puis pas mal en studio, quoi, pour le Tardis et tout ça. Moi, je suis quand même étonnée que ce soit France 2 qui l'ait diffusé en premier. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais bon, à 23h, quoi. Ouais, c'est plus l'heure. Ouais, qui- mais France 2, quoi. Mais tu sais qu'à la base, c'était Doctor Who, enfin c'est pour un autre Vortex probablement, mais Doctor Who avait été diffusé sur TF1. Il y avait des épisodes classiques qui avaient été diffusés sur TF1 au moment Wow. de... Comment ça s'appelait déjà? Le Club d'eau, dans le Club Dorothée. Ah oui, on en a déjà parlé dans un Vortex, effectivement, qu'il y a eu quelques épisodes qui ont été diffusés dans le Club Dorothée. Ce qui paraît fou aussi, mais bon. Oui. Ouais, le club Dorothée, franchement, hein, ils ont fait découvrir pas mal de trucs, Ouais, mine de ils rien. étaient sur les bons plans quand même. Alors, si c'est bon pour vous pour la présentation, on va passer au cœur du sujet, le film en lui-même. Eden, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire? Eh bien, je vais tenter de faire cet exercice. Du coup, donc pour résumer ce téléfilm, il faut savoir qu'au début de ce téléfilm, nous avons donc le maître qui, au terme de ses 13 vies, vient de se faire condamner à mort, et il demande donc au docteur de répandre ses cendres sur Gallifrey, leur planète d'origine. Vous vous doutez bien qu'avec le maître, rien ne se passe comme prévu, sinon c'est pas drôle. Et pendant le voyage, il parvient à se transformer en larve visqueuse dégueulasse, mais vraiment, qui perturbe le Tardis et le fait atterrir à San Francisco le 30 décembre 1999. Comme un malheur n'arrive jamais seul, il atterrit en pleine riste entre deux gangs. Le docteur, sortant à ce moment-là du Tardis, se prend une balle en plein cœur. Il est donc conduit par l'ambulancier Bruce et un des gangsters, Chang Li, aux urgences. Il se fait opérer par la talentueuse chirurgienne Grace Holloway. Malheureusement, celle-ci ignorant que le docteur a 2 cœurs, il finit par décéder sur la table d'opération et être envoyé à la morgue. Durant la nuit, il se régénère dans sa 8e incarnation, faisant paniquer Grace, qui en plus d'avoir quitté son poste, ne reconnaît pas son patient jusqu'à ce que celui-ci sorte de son corps l'endoscope utilisé durant l'opération. Le docteur, rendu amnésique suite à l'opération, retrouve donc peu à peu ses souvenirs. S'ensuit une course-poursuite contre la montre, avec d'un côté le maître, maintenant en possession du corps de l'ambulancier Bruce, et Chang Li, manipulé par ce dernier. Et le docteur et Grace. Afin de récupérer une pièce dans une horloge atomique, qui, comme par hasard, va être présente pour la fête du réveillon à l'Institut technologique de San Francisco. Cette pièce permettra de sauver le Tardis et de le mettre en orbite afin de sauver la Terre, qui sinon allait être aspirée par l'œil de l'harmonie. Au terme d'une bagarre épique et de jeux de possession et meurtre, c'est le maître qui finit par être aspiré par l'œil. Et comme tout doit bien se finir, Grace et Chang Li sont sauvés. Après avoir échangé un baiser avec Grace, le docteur repart vers de nouvelles aventures. Yay! Merci. Bah, du coup, pas trop les nouvelles aventures finalement. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, c'était parfait. Non, et puis. Merci, c'est gentil. La conclusion, c'était une préparation pour. Du coup, je vais spoiler, c'est pour la suite. Pour les aventures, justement, le docteur avec. Ça doit être la seule fois où il fait un baiser avec une compagne, non? Bah, la seule fois, non. Non, la mais première, pour. oui. Dans un cadre romantique, quoi. Bah, avec. Dans la New, il y en a pas mal. Ah ouais, dans la New? Dont vous avez parlé dans Retardis. Ah ouais? Bah, avec Rose, avec. Ouais, mais avec Rose, c'est pour. Ça peut être. Enfin, si, pour l'histoire, peut-être pas, mais. Ah oui, c'est plus qu'en général, quand il l'a embrassé, c'était pour Pour lui donner pour des résoudre infos quelque ou chose. pour... quoi. oui, c'est ça, oui. Oui, alors que là, à la fin, vraiment... Là, c'est la fin de l'histoire, donc il n'y a pas de raison. C'est pas pour résoudre un problème, quoi. Ah oui. Bon, après, il le fait d'une manière un peu. Mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a aucune raison de le faire si c'est juste pour dire qu'ils l'ont fait, quoi. Bah, après, c'est pour le public américain, pour que ça se termine comme ça, c'est ça? Exactement, c'est exactement ce que je pense. Et pourquoi ça m'a énervé d'ailleurs. Ah, toi aussi, ça t'a énervé? Alors attention, ça a énervé beaucoup d'anglais à l'époque. Hein.
Notamment des Ouais, acteurs bah qui, ont, oui. qui ont joué le docteur qui étaient scandalisés de voir le docteur embrasser une humaine. Ils disaient non, le docteur il embrasse pas. En même temps, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que ça rend Doctor Who hyper romancé et bah ouais, tu sens que c'est américain en fait, quoi. Mhm. Tu sens que les Américains ont mis leur nez dedans et du coup, je trouve que ça perd vachement de son charme, quoi. Oui. C'est Ce qui nous triste. permet la transition sur vos avis sur le téléfilm. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que vous allez le revoir? Est-ce que vous l'avez détesté comme moi? Voilà. Et... non, j'exagère. Eden, t'en as pensé quoi? Eh bien, ça m'a fait bizarre parce que bon, 1996, ça remonte à loin, ça a presque 30 ans, donc forcément, même comparé à 2005, tout ce qui est effets spéciaux, etc., ça change quand même. Donc, je trouve que ça se laisse regarder, mais je ne le reverrai pas. Déjà parce que je pense qu'une fois que je l'ai vu, je suis contente de l'avoir vu, mais je sais pas si ça m'a apporté grand chose sur l'univers au final, mis à part la transition du 7e Docteur au 8e Docteur. Mais je pense qu'il est facilement oubliable. Peut-être aussi parce qu'il y a des choses que j'ai moyennement compris. Genre l'œil de l'harmonie, je suis pas sûre d'avoir tout saisi. L'histoire de 13 vies, je suis pas sûre d'avoir tout compris, puisque là on en est à la 15e génération du Docteur. Alors ça c'est dit dans les classiques, c'est pour ça que c'est dans le film. Oui, Donc, c'est ça. Ouais, ok. Donc je peux le dire, à la limite ça me fait une pièce de l'or en plus. En plus ça a un lien avec le maître aussi, donc c'est super. Dans la saison 14, dans un épisode qui s'appelle The Deadly Assassin, on retrouve le maître pour la première fois qui est sous forme de chips. Voilà. Parce qu'il y a 2 versions et celle-là, voilà, regardez comme il est bien. Et donc pourquoi ? Parce qu'on apprend dans cet épisode que les Seigneurs du Temps, Quelle horreur! le Seigneur du Temps, comme une horloge, ne se régénère que 12 fois. Enfin, une horloge en mode il y a 12 heures sur une horloge. Et donc ils peuvent avoir que 13 formes. Et donc le maître a atteint ces 13 formes et il a quand même essayé de se régénérer. Ce qui a fait qu'il est devenu une chips. Et donc, il y a plusieurs histoires là-dessus. Et c'est pour ça que dans le téléfilm, ils nous disent que... il prend possession d'un corps humain parce qu'il vole le corps de quelqu'un d'autre parce qu'il a plus son propre corps depuis cet épisode-là. Après, voilà, Eden, sans spoiler, tu te doutes bien que du coup, si on en est à la 15e version du Docteur, c'est qu'ils ont trouvé une entourloupe. Oui, je me doute bien, et je sais, et j'aurai la réponse dans 6 saisons. Oui, du coup, oui, crois c'est pas pas si tout de bien suite. dire. Et donc, moi, mon avis général sur le film, le film, je l'ai... du coup, c'est que la deuxième fois que je le vois. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je dis pas que c'est une masterclass ou que c'est un chef-d'œuvre, mais je le trouve vraiment sympa. Et c'est probablement que si je l'avais vu à l'époque et que j'étais fan de Doctor Who, probablement que j'aurais été scandalisé par toute l'américanisation dans le film, etc. Et parce que je sais que finalement, c'est juste un moment dans l'histoire de Doctor Who, que c'est juste un truc, et que après, de toute façon, ils ont plus jamais fait ça. Ça me fait me le regarder un peu d'un œil un peu différent, et j'aime bien que ça existe, en fait. J'aime bien qu'on ait une version de Doctor Who qui fait très années 90 parce que tout là-dedans est genre ça ressemble trop aux séries des années 90 et tout. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment très ancré, quoi. Ouais, ça a trop le Ça, feeling on des peut pas années dire le contraire. 90. Surtout parce que c'est produit aussi aux États-Unis et que la plupart des trucs des séries des années 90 que je connais, c'est des séries américaines. Donc ça fait très... Donc j'aime bien ça et j'aime bien j'aime bien qu'ils aient pris des risques par certains aspects et aussi qu'ils respectent énormément le lore. Je pense qu'en partie le film a échoué parce que le film fait 1 milliard de références à la série classique et si t'as pas regardé c'est un peu chiant. Mais quand t'es fan des classiques t'es content d'avoir tout ça, tu vois. Je pense que ça a été une erreur par exemple de commencer avec le 7e Docteur parce que du coup c'est bizarre si tu connais pas. Mais en même temps s'il l'avait pas fait on n'aurait jamais eu la transition, ça aurait été dommage. Donc tu vois c'est marrant, il y a une espèce de dualité entre... Ils auraient vraiment pas dû faire ça, mais en même temps c'est plutôt cool qu'ils l'aient fait. Tu l'avais vu quand la première fois ? Mais tu te souviens ? Que l'année dernière en fait, en 2024. Ah oui, c'est assez récent alors. Ouais.
Après, tu parlais qu'il faisait plein de références aux classiques, mais en fait, quand t'as jamais vu les classiques comme moi, bah, les références, tu les saisis pas forcément, donc tu ne sais pas que c'est des références. Oui, ça En m'a fait, pas gêné non plus. Oui, ouais. non, en fait, c'est pas ça, c'est plus que. À l'époque, il faisait pas des références aux classiques, il faisait juste des références à Doctor Who, vu que ça s'appelait pas encore les classiques. Donc c'est juste. J'ai fait un anachronisme en quelque sorte. Ils font trop de références au passé, c'est plutôt ça, je trouve. Et vous connaissez bien Doctor Who, donc ça vous gêne pas. Mais imaginez-vous un public américain qui a connu un peu Doctor Who parce que ça a été diffusé à l'époque. C'était sur la chaîne publique américaine. Mais pas tant que ça, tu vois. Et puis là, c'était sur une autre chaîne et tout. C'était un autre public, techniquement, qui était visé. Donc moi, je pense que le film a aussi pas intéressé à cause de ça. Parce que, j'imagine que c'était trop, tu vois. Le mettre... Enfin, je sais pas. Ils auraient mieux fait de commencer directement avec Paul McGann et puis de le présenter lui. Un peu comme ils l'ont fait en 2005 avec la nouvelle série, quoi. Là, c'était un peu trop, je pense. Bah, surtout qu'au final, j'ai regardé un peu le moment où vraiment Paul McGann joue le docteur vraiment pleinement. Parce qu'en fait, il y a toute une partie où c'est encore Sylvester McCoy. Ensuite, il y a la partie où il n'a pas ses souvenirs. Et en fait, je crois tu passes quand même un tiers du film où au final, t'as pas vraiment le docteur de Paul McGann, quoi. Et donc, du coup, t'es presque à dire, mince, c'est dommage qu'on n'en ait pas vu plus. Alors que c'est vrai que si on l'avait eu dès le départ, un peu comme quand ils ont fait le reboot, au moins, Eccleston, il était directement au docteur, il était directement Oui. prêt, en fait. Donc, ça rentrait tout de suite dans le vif du sujet. Alors que là, bah, c'est vrai que t'as un peu genre, on vient de perdre une demi-heure du film, finalement, où on l'a pas vu. Oui, t'as raison. On l'a pas vu à fond, quoi. Ça fait partie des trucs qui va pas, quoi. C'est vrai que le fait qu'il passe son temps ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Mais tu vois, en fait, je pense que... Ils ont dû se dire, mais de toute façon, on va faire la suite après, on aura... Comme j'ai dit, c'était censé être une série qui allait reprendre derrière, tu vois. Bah oui, je pense qu'ils avaient lancé Donc, le truc pour qu'il y ait une suite derrière, ouais. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est un dommage. Et toi, Pierre ? J'ai envie de dire que Nico, il serait presque en train de me convaincre que finalement, c'est pas si pourri que ça. J'avais quand même noté que moi, effectivement, je trouve ça bizarre que le personnage principal de l'histoire change au bout de 20 minutes. Tu parles justement, je pense qu'un public qui est pas forcément habitué à l'histoire de Doctor Who, tu vois un personnage principal et au bout de 20 minutes, il meurt et puis quand il revient, en fait, c'est plus vraiment le même. Ça doit être assez perturbant. Bah, au niveau du fait que ce soit la fin des années 90, tu le vois bien. Moi, c'est surtout au niveau des doublages et au niveau du visuel de la série où t'as vraiment l'impression de regarder un film, il y a 30 ans déjà. Ça fait bizarre. Peut-être que si je l'avais regardé... Alors peut-être pas avant de regarder la série, mais peut-être que si je l'avais regardé après avoir vu même la première ou la deuxième saison de la série de 2005, ça m'aurait moins choqué, mais de la voir après avoir vu toutes les autres saisons, ça fait vraiment un retour en arrière, mais un peu dur, quoi. Puissance 1000, quoi. Et sinon, petite anecdote, je l'ai regardé le 30 décembre. Comme le début du film. Mais en 2024 et pas en 99. Je trouve qu'il a un peu un feeling film de Noël aussi, le film. C'est un film de Nouvel An, mais... Oui, ça fait un peu épisode spécial, ouais. Ouais, mais au final, il a été diffusé en mars. Oui, en mai, c'est un peu bizarre. En mai, ouais. C'est vrai que j'aime bien... Ah oui, en mars, c'était en France, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis l'histoire au moment du bug de l'an 2000. Je trouve ça intéressant, du coup. Oui, j'avais trouvé ça intéressant aussi. C'est vrai. Ouais. C'est peut-être qu'ils l'ont fait exprès, hein. Oui. Bah oui, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, c'est assez amusant. Enfin, je trouve ça cool qu'ils aient mis ça dans Doctor Who, parce que c'est vrai que c'est quand même le passage de 99 à 2000, c'est quand même l'occasion, je trouve, de faire plein de scénarios, en fait, sur le sujet, quoi. Mais en vrai, moi, quand j'avais vu le film pour la première fois, j'avais été surpris. Je pense que j'avais pas mal
entendu parler de gens qui disaient que c'est nul et tout, et je m'attendais un peu à ce que ça soit nul. En vrai, j'avais un peu tardé à le regarder justement pour ça. Et moi, j'avais été plutôt surpris positivement parce que je m'étais bien amusé. Alors voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je sais pas, je trouve que c'est sympa. Je sais pas. Pourquoi tu as détesté Adèle, toi? Bah, bon, je l'ai pas détesté, en vrai, je suis un peu dure, mais en fait, je trouve que, et je l'avais déjà senti la première fois quand je l'ai regardé, quand est-ce que je l'ai regardé? Il y a 2 ans, je sais plus. En fait, vraiment, le côté américain, il me dérange. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de regarder plus un film d'action américain, un peu nanar, que un film de science-fiction britannique, tu vois. Et du coup, ça m'a complètement... Enfin, tu vois, genre... l'espèce de relation amoureuse entre les deux, enfin, la course-poursuite en moto, enfin... J'étais genre, non, c'est trop, quoi, c'est trop. C'est ça qui m'a dérangé, alors qu'à côté de ça, il y a quand même des choses hyper intéressantes. Finalement, le fait que le tout début où il doit emmener les cendres sur Gallifrey, je trouve ça intéressant. Alors effectivement, j'ai pas compris tout le truc autour de l'œil de l'harmonie, mais c'est quand même des petits aspects qui rappellent quand même bien Doctor Who. Mais en fait, c'est vraiment tous les à côté qui m'ont fait... Ouais, je peux pas dire que j'ai passé un trop mauvais moment, mais clairement, maintenant que le Vortex est passé, qu'on enregistre le Vortex, je ne le regarderai plus, je pense pas. Hein. Enfin... Moi, j'ai pas le choix, je suis condamné à revoir tous les épisodes de Doctor Who à vie. Après, oui, je pense que si j'arrive à faire des classiques et que j'en arrive là, peut-être je le reverrai, mais... Si je m'en souviens encore histoire que tu suffisamment, je sois pense pas. déçu à ton tour de la mort de Sylvester McCoy. C'est ça. Parce que Oh, j'aime bien la régénération de Sylvester. En même temps, en fait, ce que je trouve intéressant dans sa régénération, c'est que, en fait, tu dis, oui, c'est carrément possible que ça arrive, en fait. Un accident con comme ça. Et puis, en fait, il se retrouve à l'hosto. Et les gens, ils comprennent pas. Enfin, tu vois, en fait, j'ai trouvé ça hyper réaliste, finalement, comme décès. Parce qu'il arrive toujours des trucs de ouf, mais parfois, ouais, en fait, il peut juste mourir bêtement, quoi. Ouais, moi, je trouve ça... Enfin, j'ai trouvé ça drôle, parce que je trouve ça un peu ridicule. Quand il sort de le TARDIS et qu'il se prend toutes les balles, là, ça... c'est un peu ridicule. Oui, c'est un peu drôle, ouais. Du coup, ça me fait rire. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui aiment pas du tout, justement, parce que c'est leur docteur préféré, tu vois, donc je peux comprendre. Ah c'est sûr que ça en jette pas comparé à d'autres, tu vois, et en même temps, oui, moi je trouve que ça doit pouvoir arriver aussi de mourir de la main d'un humain parce qu'il se prend une balle à ce moment-là, quoi. Enfin, ouais, t'es au mauvais endroit au mauvais moment, dommage. Tu viens de perdre une vie bêtement. Ah Raté. Du coup, quand perdre une vie bêtement, tu peux renvoyer vers un autre vortex. Ça. Je trouve ça marrant que vous parliez de l'œil de l'harmonie parce que juste avant l'enregistrement, j'en parlais avec un autre fan de Doctor Who. Je disais, mais. Parce que je disais, il faut que je refasse des recherches sur l'œil de l'harmonie parce que. Il faut que je retourne sur le wiki parce que je comprends rien. Et parce que c'est un bordel. Et j'en discutais avec lui, c'est un bordel l'œil de l'harmonie. Et c'est à cause du film en fait. Parce que, pareil, en fait, c'est juste une référence au classique du même épisode en plus de ça que j'ai mentionné. Donc c'est encore The Deadly Assassins. Et enfin, bref. Et donc, à la base, c'est censé être un truc qui se trouve sur Gallifrey, qui a été créé par Rassilon. Et là, ils l'ont foutu dans le TARDIS, et ça n'a aucun sens. Et genre, le truc, ça s'ouvre que pour un œil humain, et c'est complètement débile. Et donc, tu sais, en termes de lore, c'est complètement con. Et c'est vrai que je comprends qu'on puisse être perplexe, quoi. Et puis c'est surtout que... Alors peut-être que pour les personnes qui l'avaient vu dans la série classique, ça faisait écho, mais sinon c'est pas forcément expliqué tout ça dans le film. Parce qu'ils avaient clairement pas le temps et que du coup l'idée c'était de présenter pour faire autre chose derrière. C'est juste qu'il n'y a pas eu le autre chose derrière, quoi. En fait, c'est marrant parce que t'as l'impression que le scénariste, il a vu un épisode de Doctor Who dans sa vie, et il a mis toutes les refs là-dessus. Il a dit, je vais tout remettre. Mais ça a rien à foutre là, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que... Et depuis, ça a foutu un bordel autour de l'harmonie dans le lore de Doctor Who, en quelque sorte. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai vu que c'était une traduction qui datait justement des années 90, mais dans la version que j'ai regardée
du film, le tournevis sonique s'appelle tournevis acoustique. Ah ouais? Ah oui, j'ai noté ça dans la VF. J'étais là, genre, mais sur le coup, au début, je pensais qu'il parlait d'un autre outil. Oui. Puis après, j'ai genre, bah non, en fait, c'est le tournevis sonique. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans la VF? Je sais pas ce qu'il dit en VO. Bah, tournevis sonique. Ouais, il dit le vrai terme, quoi. Oui, oui. Je sais pas pourquoi en VF, ils ont traduit autrement. Je ne sais pas. Mais il y a un autre terme que j'ai vu, mais j'avais noté au début réviviscence, donc je pensais que ça remplaçait régénération. Mais il y a quand même régénération qui est dit à un moment, donc je sais pas. C'était peut-être pour utiliser un synonyme, mais du coup ça fait bizarre. Ouais, je sais pas. c'était pas la même chose qu'à l'époque, quoi. Ouais. Après, tu te retrouves avec ça et tu dois le traduire, ça doit être chaud comme travail quand même. Je pense qu'il devait être un peu perdu. Alors, si on rentre un peu dans le détail, qu'avez-vous pensé du docteur à moitié humain? Oh là là. Bah, j'ai trouvé que c'était un bon truc, mais pas assez exploité. Et en plus, j'ai pas l'impression, du moins pour les épisodes que moi j'ai vus de la nouvelle série, que c'est exploité plus que ça par la suite. Donc le concept peut être intéressant, mais pas assez exploité. C'était quoi ta réaction? What the fuck? Ouais, voilà. C'est la team aussi, parce que j'avais oublié, j'étais genre, mais attends, quoi? Ouais, il dit ça, tu dis hein? Alors moi j'étais au courant avant de voir le film parce que c'est un peu connu. Et je confirme, c'est plus jamais rementionné derrière. Hein. Et même c'est plus, en fait c'est pas canon, hein. C'est plus canon du tout le fait qu'il est à moitié humain le docteur. Mais du coup parce que Qu'il a pété un boulon, quoi. c'est tellement débile que c'est devenu le truc de non mais on va faire semblant qu'il l'a jamais dit quoi. Ça m'aurait vraiment embêté que ce soit, enfin embêté. Ça m'aurait saoulé que ce devienne canon, tu sais, par la suite. Enfin, bon après j'aurais connu que ça, donc peut-être que Oui, tu te poserais pas la ça question. m'aurait pas embêté, c'est ça. Je me poserais pas la question, mais là de me dire qu'ils ont pensé à ça, je me dis ah non, enfin en fait juste c'est un alien, laissez-le tranquille quoi. Ouais, c'est tellement mieux que ce soit un alien. Mais ça c'est le genre de truc américain, tu vois. Là tu dis ça c'est vraiment l'idée d'un Voilà, américain quoi. ça m'énerve. Ça fait très je n'arriverai pas à trouver d'exemple dans ma tête, mais je suis sûr qu'il y a plein d'histoires, de séries, de films un peu comme ça où c'est genre un mec et tu découvres que c'est un moitié humain, machin, tu vois. Ils aiment bien faire ça. Et c'est vrai que c'est de la connerie. Bah il y a plusieurs. J'ai noté approximation quand je regardais le film, mais il y a pas mal de trucs comme ça où au final c'est censé la personne qui voulait relancer Doctor Who, elle disait être fan de la série classique, mais au final il y a pas mal de choses qui correspondent pas forcément à la série classique, qu'il a essayé d'adapter. Ouais, il y a pas mal d'incohérences, ouais. Bah ouais, j'ai trouvé. Ouais. Ouais, ils ont pris quelques libertés, peut-être, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, ça c'est le plus gros truc, quoi. Le truc moitié humain, c'est vraiment le truc le plus. Bah oui. Let's go, quoi. Bah, j'avoue que quand je l'ai entendu, je me suis dit bah attends, j'ai fait Quoi, un on m'a retour en menti arrière de depuis 10 tout ce secondes temps. pour dire attends, j'ai du mal comprendre. Bon, surtout que ça sort un peu de nulle part. Enfin, je trouve que ça sert à rien comme info. Enfin, ça apporte rien, quoi. Oui, il te le dit directement. C'est qui? Ah non, tu l'apprends avec le maître qui dit oh, le docteur est à moitié humain. Oui. En regardant dans l'œil d'harmonie, là. Parce qu'il est super mystérieux, il est vachement bien. Elle est plutôt marrante, la performance d'Eric Roberts dans le rôle du maître, j'ai trouvé. Ouais, il est plutôt pas mal. On sent qu'il s'est éclaté, je pense. Bah, sûrement que. Alors moi je connaissais pas, mais bon, c'est une famille qui a l'air de bien baigner dans le cinéma quand même. Parce que, Oui, a priori, ouais. Ah ben clairement, mais j'étais trop étonnée quand j'ai vu que c'était lui. J'étais mais qu'est-ce qu'il fout dans Doctor Who? Bah, Tu connaissais, toi? Je connaissais pas du tout cet acteur. Alors, j'ai pas souvenir de l'avoir vu comme ça dans un autre film ou série, mais évidemment, je savais qui c'était parce que Julia Roberts, Emma Roberts, donc je savais qui c'était, donc ouais, c'est pour ça que d'accord. j'étais vachement étonnée de le voir dans Doctor Who. Je sais pas si je le connaissais lui non plus. Par contre, je connaissais Julia Roberts, ouais, c'est vrai, mais j'avais dû quand même entendre son nom. D'ailleurs, c'est amusant parce que du coup, donc, Eric Roberts, c'est le frère de Julia Roberts. Et oui, il y a la VF de Julia Roberts. Oui, exactement. Du coup, je me suis dit, oh, tiens, c'est marrant.
Ah, ça va, tant que c'est pas lui qui était doublé par... Par la VF de Julia Parts. Entre frères et sœurs, ils se seraient dit, vas-y, on inverse, et puis c'est bon. Et il y a la VF de Jimmy Carrey aussi. Ah, j'ai pas fait attention à celle-là, tiens. Peut-être que je devrais regarder le film en VF pour voir. Il y a des choses intéressantes. Est-ce que vous avez autre chose à débattre ou sur le film? Qu'est-ce que vous avez pensé de la compagne, par exemple, Grace? Grace. J'ai bien aimé comment il la présente dans la scène dans l'opéra, là. Et après, elle court dans sa robe à travers l'hôpital et tout, là. Oui, oui, c'est vrai. J'aime bien cette scène. Mais sinon, en vrai, je la trouve... En vrai, ça va, je la trouve sympa. En fait, j'ai toujours été un peu... Je trouve toujours un peu bizarre qu'il la laisse à la fin, comme ça, parce que du coup, je suppose que ça allait pas être elle dans la série qui prévoyait comme compagne. C'était toujours dit, c'était que pour le film. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais ouais, je l'aime bien, je la trouve sympa. Voilà, casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt pas mal. Moi, elle m'a un peu insupportée par un moment. Elle est... Je sais pas comment l'expliquer, mais à la fois je l'ai bien aimée, à la fois je l'ai détestée parce qu'elle avait des côtés assez cool. Mais des côtés, ouais, elle m'a saoulée. Genre, elle connaît le docteur depuis 3 heures, c'est déjà l'homme de sa vie, tu vois. Oui, c'était un petit peu too much, ouais. Ah, je rencontre l'homme de ma vie, en fait, c'est un alien. Oh là là. Bah, c'est le coup de foudre, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est à l'américaine. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi les moments où elle a peur de lui et tout. Parce que, en fait, j'ai plutôt bien aimé quand même comment le personnage du docteur est présenté. Comment il dévoile des informations sur lui au fur et à mesure. Je trouve que ça, c'était pas trop mal. Genre, j'ai 2 cœurs, et puis le fait qu'il se régénère, et puis... Je pense que ça, c'était plutôt bien géré, plutôt bien écrit. Parce que je pense que tu as envie d'en savoir plus. Et t'es un peu avec Grace, où Grace, elle comprend que c'est le même gars qu'elle l'a tué, qui revient, et parce qu'il ressort le fil de son torse, là. Et tu vois, t'as envie de te dire, ah ouais, t'es un peu avec elle, t'es un peu curieux d'en savoir plus sur lui, je pense, si tu connais pas. Donc Grace, elle est plutôt utile pour représenter les téléspectateurs, quoi, on va dire. Ouais, dans ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ce que j'avais pu dire pour le tout premier épisode de la série de 2005 où en fait Rose est un peu là pour prendre le rôle du téléspectateur qui connaît pas forcément Doctor Who et qui rentre un peu par cette porte-là, par ce biais-là, et que ce soit un personnage humain qui se retrouve assez rapidement à accompagner le docteur pour que tu puisses t'identifier, parce que bon, le docteur, il a beau dans le téléfilm à être à moitié humain, tu peux pas forcément t'identifier au docteur. Oui, et c'est ça. C'est plus difficile je pense, de s'identifier au docteur, donc on a toujours besoin d'une compagne. C'est mieux. Mais sinon, après, le personnage en lui-même, il y a juste... moi, elle m'a pas dérangé, j'ai même plutôt apprécié. Il y a juste un moment où je me suis dit, bah, comment ça, la compagne, elle devient méchante? Et puis au final, bon, il y a une pirouette. Ah oui, elle est contrôlée par le maître. Ben, c'est ça. Mais sur le moment, je me suis dit, oh, bah, quand même, je m'y attendais pas. Ça aurait été cool, en vrai. Qu'elle soit méchante? Ouais. Parce qu'on n'a pas trop eu le cas, en fait. Enfin, tu sais, vraiment, de genre la compagne de bout en bout, et puis, en fait, tiens, en fait, c'est une connasse, tu vois. Ouais, bah ça aurait sorti un peu de nulle part, là, je pense. Si c'était vraiment... Enfin... Oui, ça aurait été un peu chelou. Il faudrait que ce soit mieux amené, quoi. Mais... Et t'en as pensé quoi, toi, Adèle, de Grace? Bah, un peu comme Eden, je trouve qu'il y a des moments où, bah, ouais, elle est un peu godiche. Genre, c'est l'homme de ma vie, alors qu'elle le connaît à peine. Cela dit, je trouve qu'à la fin, bah, il y a quand même tout un pan de la résolution qui se fait grâce à elle. Et en ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Que ce soit elle, je crois que c'est elle qui utilise le TARDIS pour revenir dans le passé, je crois, ou je sais plus. Enfin, et
Ça l'a rendu vraiment utile à l'intrigue et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Du coup, je l'ai bien aimé. Voilà, c'est un peu comme Martha, en fait, dans la série 2005, où elle est hyper intéressante, sauf quand elle est amoureuse du docteur, quoi. Ouais, j'aurais aimé en voir plus, en vrai. Ça aurait pu être sympa, ouais. Mais visiblement, elle, son délire, c'était pas de voyager, c'était de vivre avec le docteur, mais Sur à New Terre. York. Non, à San Francisco, je sais plus. À San Francisco, ouais. Ouais, d'ailleurs, tu vois, quand tu parles de San Francisco, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais même si je sais que c'est pour un public américain, ça m'a... Alors, je savais que c'était un public américain, mais je pensais pas quand même que... Après, ça paraît logique, au final, mais que tout se passerait finalement dans une ville à San Francisco, quoi. Je pensais que il y aurait au moins des... Je sais pas si ça donnait des clins d'œil, mais d'avoir quand même Londres qui puisse apparaître. Et au final, c'est un autre truc qui fait qu'on est loin de la série classique. Ouais, ils l'ont vraiment pensé fallait que ça plaise aux Américains de toute façon. Ouais. Puis ça a pas plu, donc ça a pas marché. Donc, adieu. Dommage. Qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu la série de 2005 s'ils avaient continué. Ah bah ça aurait été complètement différent, ouais. Ah bah oui, là ça aurait Je été sais pas ce que vraiment, ça aurait donné, mais... T'aurais eu une série Doctor Who américaine en même temps que Buffy à la télé. Ouais. Ça va être bizarre. Probablement des saisons de 25 épisodes un peu à leur modèle à eux, quoi. Ça aurait fait... Ouais. Ah bah, il aurait fallu trouver des idées. Bah, il y a toujours des idées de merde. Enfin, c'est toujours un peu le problème avec ces séries-là, quoi. C'est que t'as toujours 2, 3, enfin, même plus, genre la moitié des épisodes par saison, que tu te dis, bon, ceux-là étaient pas ouf, mais je continue à regarder parce qu'il y en a 10 autres qui sont, eux, mieux, tu vois. C'est toujours un peu ça, Buffy, X-Files, les séries comme ça. Star Trek. Pour parler d'un truc que j'adore sur le film, pour le coup, je sais pas si vous aussi ça vous l'a fait, mais la musique du générique dès le début, je l'adore. Je pense que c'est l'une de mes versions préférées du remix du générique de Doctor Who. Je la trouve tellement engageante que je me souviens la première fois que j'écoutais, je me disais oh putain, ouais. Ouais, je suis d'accord. Autant la musique dans le film de manière générale, elle m'a pas transcendé du tout. Non, j'ai pas fait Autant gaffe. ouais, la version du générique qu'ils ont faite pour le film est vraiment très très cool. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Et un peu dans le même thème, l'intérieur du TARDIS, je l'adore. C'est vrai qu'il est stylé, le TARDIS. J'ai beaucoup aimé. Il est gigantesque, paraît même plus grand que celui qu'on a en 2005. Oui, clairement, oui. Oui, il paraît immense, ouais. Ouais, puis il y a un style, enfin je sais pas, j'aime trop. Ça doit être la moitié du budget qui est passé là-dedans, tu vois. Mais ils ont bien fait parce que au moins c'est impressionnant, quoi. C'est comme si puis même quand tu rentres dans la pièce avec l'œil de l'harmonie, c'est limite tu rentres dans une cathédrale, quoi. Je trouve ça trop stylé. Ouais, et du coup, vu que tu as dit que ça avait peut-être coûté la moitié du budget, j'avais une catégorie dans mes anecdotes, catégorie il y avait du blé, pour une fois. Et c'est parce que d'après les médias de l'époque, rien que la console du TARDIS, ça a coûté $1 million de l'affaire. Ah waouh, quand même. Alors que t'as dit que le T'as dit budget un était 5 combien millions. 5 millions. Un cinquième du budget dans le TARDIS. Donc ils ont mis un cinquième du budget sur le TARDIS. Mais tu vois, ça a dû être malin à l'époque parce qu'ils ont dû se dire on va le garder pour toute une série. Oui. Mais ah la vache, 1 million. Je trouve ça assez dingue parce qu'au final, alors je dis pas que je dis pas qu'il fallait forcément faire autrement, mais je trouve ça quand même assez énorme d'avoir un téléfilm d'une heure et demie et que il y ait un cinquième du budget, ce soit juste un élément en fait qu'on voit, et puis on le voit un peu, mais c'est pas non plus c'est pas là que se passe les 3/4 du film, quoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi la scène d'intro avec
avec McCoy dans le TARDIS et puis qui est en train de lire Oui. l'histoire de H.G. Wells, The Time Traveling Machine ou je sais plus quoi. La machine à explorer le temps, ouais. Ouais, voilà. Avec en écoutant de la musique et tout. Enfin, je sais pas, pareil, c'est très kitsch. Parce que tu vois le maître qui sort en forme de larve là. Je trouve l'ambiance c'est vraiment sympa. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas, c'est ça. C'est pour moi, je pense que ce qui m'a plu, c'est vraiment l'ambiance générale du film, plus que le reste. Donc, tous ces petits éléments comme ça, moi, je sais pas, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Un dernier truc, je sais pas si j'ai donné mon avis sur le docteur qui embrasse sa compagne. Je crois que je m'étais dit, je vais pas le dire tout de suite. Moi, ça me dérange pas que le docteur embrasse sa compagne, justement parce que il le fait plein de fois après. Alors certes, c'est peut-être pas toujours de manière romantique, mais il embrasse Rose, il embrasse Martha, il embrasse... En fait, c'est genre... Il embrasse pour la première fois à ce moment-là, et après, il a découvert un truc de dingue, et il le fait à chaque fois, quoi. En fait, c'est sympa. Oui, c'est ça. Mais ouais, dans la saison 1, il le fait. Oh, voilà, c'est des trucs, c'est des blagues, parce que t'as le docteur qui embrasse Rose pour la sauver, et puis il a Jack Harkness qui l'embrasse aussi. Et ouais, voilà, dans chaque saison, il le fait. Dans la saison 5, il y a Amy qui l'embrasse, même si la scène est nulle. Donc je sais pas, parce que tu sais qu'il le fait dans la série, rétrospectivement, ça paraît pas si dingue que le 8ème Docteur le fasse aussi, tu vois. Mais je comprends que les gens, ça leur ait fait chier, mais moi, ça me dérange pas, ça va. Et je trouve Paul McGann excellent et plein d'énergie, etc. Donc, je sais pas, j'aime bien. Ok. Eh bien, on va passer à la suite. Et la suite, justement, c'est... y a-t-il une suite ? Ah oui, donc je voulais parler de la suite Est-il arrivé au 8ème Docteur ? Du 8ème Docteur. Donc, dès 1997. Alors, je crois qu'à ce moment-là, il savait déjà qu'il n'allait pas avoir de série. Mais peu importe. Dès 1997, les livres The Eight Doctor's Adventures, inspirés des Virgin New Adventures, alors vous savez peut-être pas ce que c'est, mais j'en parlerai dans mon livre, commencent à être publiés. Il se termine en 2005 avec un total de 73 livres. Bon courage. Ah ouais, efficace. Ah oui. Alors les Virgin New Adventures, je me souviens en avoir parlé dans le vortex qu'on a fait sur tout l'univers de Doctor Who. Bon bah ça va. Voilà. C'était notre tout premier vortex, si je ne dis pas de bêtises. Et bah allez écouter ce vortex pour savoir plus sur les Virgin New Adventures. Parce que plus important encore, à partir de 2001, avec Big Finish, Paul McGann reprend son rôle sous forme audio, lui donnant un vrai arc, voire même plusieurs arcs, ainsi que plusieurs compagnes. Avec plus de 170 audios à ce jour, le 8ème Docteur devient le Docteur des aventures audio. Ses premières aventures commencent dans le Main Range avec Storm Warning, accompagné par Charlie Pollard, puis avec, je sais pas comment ça se prononce, Xri. Je m'arrête là juste pour dire que j'en ai que entre ce que j'ai écrit l'anecdote, le moment où j'ai écrit ça et l'enregistrement, j'en ai écouté quelques-uns des audios justement. Storm Warning, etc. Et en vrai, ils sont vraiment pas mal. Donc, comme quoi. Ensuite, l'histoire continue avec The Eight Doctors Adventures Series, dans lequel le Docteur rencontre Lucy Miller et Tansim Drew. Et à partir de 2012, Big Finish change de format avec Dark Eyes. Le Docteur y rencontre Molly O'Sullivan et Liz Shankar. Puis Doom Coalition introduisant Helen Sinclair. Ensuite, Ravenous et Stranded continuent avec la même équipe. Puis, depuis 2023, les audios continuent avec une nouvelle compagne du nom de Audacity. Donc ça n'arrête pas, ça. Ah. Audacity, ouais. Ça ne s'invente pas. Comme le logiciel. Et l'arc du 8ème Docteur se termine avec les audios Time War qui mènent à The Night of the Doctors, qui est plus connu parce que c'est le bonus diffusé à l'occasion des 50 ans de la série. Premier retour à l'écran du 8ème Docteur dans lequel on le voit se régénérer 17 ans après le film. Et si vous êtes attentif, vous entendrez qu'il mentionne ses compagnes des audios au moment de se régénérer, rendant les aventures audio canon. Et je précise que dans toutes ces suites, il n'est jamais fait mention du fait que le Docteur serait à moitié humain du côté de sa mère. Très bien. Et du coup, tu disais que tu avais écouté certaines... Les premiers, en fait. Ouais. Certains audios, ouais.
Ça se passe aussi aux États-Unis ou ça se passe en Angleterre quand il est sur Terre? Ça se passe pas aux États-Unis, non, ça se passe. En fait, c'est produit. En fait, Big Finish est en produit par des Anglais. Oui. Donc c'est à Donc, nouveau c'est du Doctor Who classique en fait. Ça a pas du tout Ok. le feeling. américain. Et même c'est marrant parce que j'avais trouvé que l'ambiance était un peu à mi-chemin entre l'ambiance qu'on a dans la série classique et ce que deviendra Doctor Who dans la New Who, parce que c'est quelques années avant. Et je trouve ça assez sympa. Il est vachement bon, Paul Bunyan, en fait, dans le rôle du Docteur, même sous forme audio. Je le trouve vraiment énergique et l'histoire était assez intéressante. Donc voilà. Ok. Du coup, tu recommandes les audios? Est-ce que ça va? C'est parce que je suppose que c'est qu'en anglais, donc ça va, c'est assez compréhensible pour des personnes qui sont pas trop habituées à l'anglais. Je pense que de toute manière, il faut avoir une très bonne compréhension orale. Alors, sachant que ces audios-là, il y a les scripts qui sont trouvables. Donc, si cool, ça. on comprend mieux à l'écrit, on peut écouter et puis suivre le script. Ouais, on peut suivre en même temps, ouais. Et je trouve que Paul Magan est bien compréhensible. Il prononce bien, etc. Donc, je trouve que lui, pour le coup, il est très compréhensible. Et en vrai, je trouve que vraiment que les histoires, elles sont pas mal. Pour teaser la première histoire... Non, en vrai, ça spoilerait, donc je vais pas le dire. Mais il y a des histoires cool. Et tu les as trouvés de manière légale? Et ils sont tous trouvables sur... Enfin, pas tous, mais ceux-là sont trouvables sur Spotify, gratuitement. Si vous avez un abonnement, je pense. Bah, tu sais quoi, je vais aller vérifier tout de suite tes dires. Ouais, faut pas regarder dans les audiobooks, c'est des playlists Spotify normales, en fait. Tapez le nom Storm Warning, en vrai. Ah, Doctor Who audiobook. Ah oui, c'est bon, j'ai track 1, Storm Warning, part 1, part 1, part 1, part 1. Ouais, c'est des musiques... En fait, c'est sur Spotify, c'est trouvable comme une musique, comme dans un album de musique normale. C'est pas des audiobooks. Après, j'ai Shadow of Death, j'ai The Hate Doctor Adventure. Enfin bref, je mens pas. En fait, il y a les 50 premières aventures du main range. Alors, je vais peut-être expliquer c'est quoi le main range. Le main range, c'était en fait le format de base où, à l'époque, ils avaient une histoire de Doctor Who par mois qui sortait avec un docteur différent. Et donc, c'était ça le main range. Ils appelaient ça comme ça. Ah, c'est trop bien, il y a plein de trucs là. Alors tout n'est pas accessible chez nous, j'ai l'impression. Mais cool, et ben merci pour le tuyau. Ça vous fait des heures et des heures d'écoute. C'est clair, c'est long. Oui, ça va prendre un peu de temps, ouais. Mais surtout que c'est pas le genre de truc que tu peux écouter en faisant autre chose en même temps, vu que c'est en anglais, donc faut être concentré, quoi. On va revenir vite fait sur le casting et un peu l'équipe de production. Notamment parce que moi j'avais envie de parler de Matthew Jacobs, qui est donc le scénariste, et qui a scénarisé également le film Lassie. Il a également réalisé pour le coup le documentaire sur le téléfilm Le Seigneur du Temps, qui s'appelle Doctor Who Am I. J'ai jamais trouvé ce documentaire justement, j'ai jamais réussi à le trouver. Il doit être trouvable, mais il faudrait que je me le regarde un jour. Bah ouais, parce que pourtant il est sorti en 2022, donc c'est relativement Oui, c'est récent. Ouais. Sur le lecteur de la BBC, peut-être? Non, parce que je crois que c'est pas une production officielle de la BBC. Je crois que c'est lui qui l'a produit quand même dans le genre, je sais plus. Et j'en avais entendu parler, ouais. Mais c'est pas du tout pour Doctor Who que j'ai envie de vous parler de lui, même si nous sommes dans un podcast sur Doctor Who. C'est parce qu'il a participé à la création de ce merveilleux film qu'est Kuzco, l'empereur mégalo. Oh, j'adore. Voilà. Donc c'est quand même une personne qui sait tout faire. Et autant il peut faire des nanars un peu chelous, mais il peut aussi faire Kuzco, l'empereur mégalo, quoi. Donc voilà. Bon bah ça va. Je crois que t'allais dire, mais il peut aussi faire Doctor Who. Non, pas du tout. Donc voilà, cette personne, je l'apprécie quand même. Il est pardonné. C'est ça. Niveau casting, moi j'enchaîne avec en présentant Sylvester McCoy dans le rôle du meilleur docteur des classiques, mais ça c'est moi qui le dis. Il a joué dans d'autres trucs connus après. Alors Sylvester McCoy, il a joué dans un truc très connu en effet, il a joué dans le Hobbit. Oui. Il a joué dans les 3 films. Oui, c'est vrai. Il joue le Radagast. C'est ça le nom, hein. Le sorcier. Ouais. Avec la crotte de pigeon là sur... Et d'ailleurs, de ce que je sais, parce que j'avais vu les documentaires du Hobbit,
Et ce que je sais, c'est que le réalisateur Peter Jackson est fan de Doctor Who, justement, et il connaissait Sylvester McCoy grâce à Doctor Who. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé de jouer un magicien. Ouais, voilà. Parce qu'il a dû se dire, j'ai besoin d'un acteur un peu comme ça, quoi. Alors effectivement, il a l'air d'avoir fait quand même des rôles dans des films, etc. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus actif au théâtre. Ouais, il a dû faire pas mal de théâtre. Ouais. Mais aussi, en fait, Doctor Who lui a pas mal rempli sa carrière, parce que même encore aujourd'hui, il fait des audios Doctor Who et tout. Oui. Donc, Après, effectivement, on le voit quand même pas mal dans des séries, pas forcément des grands rôles, j'ai l'impression, hein, mais... C'est dommage, parce que moi, je trouve que Sylvester McCoy, pour le coup, c'est un grand acteur qui m'impressionne énormément. Donc, et qui est d'ailleurs excellent dans Doctor Who, c'est pour ça que c'est l'un de mes docteurs préférés. Il a aussi de très bonnes histoires. Tiens, d'ailleurs, c'est mon bon moment pour dire ça. Si vous avez aimé le film et que vous dites « Ah tiens, je regarderais bien les classiques » et que vous n'avez pas envie de commencer par le début parce que vous êtes quelqu'un de normal, et bah vous pouvez commencer. Ça va, hein. Vous pouvez commencer par la saison. Je recommande quand même la saison 24 qui est pas très appréciée, mais qui est la première saison de Sylvester McCoy. C'est des histoires. Les épisodes font 20 minutes. C'est des histoires assez courtes. Il y a que 13 épisodes par saison. Donc pour le coup, je pense que c'est très accessible. Ça peut aller plus vite, ouais. Les saisons de Sylvester McCoy sont très accessibles. Et en plus de ça, vous découvrirez Ace, qui est la compagne qui plus tard inspirera les compagnes de la New Who parce qu'elle est super bien écrite et que c'est la première compagne de Doctor Who à avoir vraiment un arc, etc. Donc pour le coup, moi je conseille... Enfin, c'est plutôt une bonne idée de commencer par là. Ok. C'est noté. Après, Nico, tu sais que Sylvester McCoy fait pas mal de conventions en Angleterre si tu veux le rencontrer. Hein. Mais moi j'aimerais bien aller déjà en Angleterre tout court et j'y arrive pas, donc c'est trop galère, j'ai pas assez le temps. Donc après, voir en plus Sylvester McCoy, oula. Faut y aller au Il est trop drôle. Encore la donne, quoi. En plus, il a l'air d'être trop gentil, Sylvester McCoy. Quand il fait des fois, il se fait de petites conférences dans des conventions et tout, et puis il fait le show en fait. C'est un showman de fou, il est trop rigolo. Peut-être aurons-nous la chance de le voir en France en convention. Moi, je milite pour une convention Doctor Who en France. Bah, il y en a. Pas convention selon le... Oui, c'est pas avec Ouais. la même définition du mot convention. Oh. Oui, non. Toi, tu veux la convention avec les acteurs qui coûtent... voilà. Moi, j'avoue que moi, en fait, je suis tellement peu convention que moi, tout ça me paraît dingue. Donc pour accompagner le docteur, il faut évidemment une compagne. Et pour le téléfilm, la compagne, elle était jouée par Daphne Ashbrook, et qui avait joué auparavant dans un épisode de Star Trek Deep Space Nine. Mais après, quand on regarde, elle a joué dans pas mal de... Elle a pas forcément eu de rôles principaux, mais elle a joué des rôles dans beaucoup de séries américaines depuis les années 80-90. Et donc, le second docteur qui apparaît dans l'épisode, c'est Paul McGann. Et lui, il avait déjà joué dans Alien 3 et dans plein d'autres trucs aussi, mais... Oui, j'ai pas trouvé tant de trucs que ça Ah connus ouais de lui. Je crois quand j'avais regardé... il a joué dans beaucoup de choses, mais ou alors pas c'est de moi rôle qui connaissais pas, principal. je sais pas, hein, mais... Je regarde s'il y a des trucs que je connais, mais non... Il a joué dans La Reine des Damnés. Il a joué dans un épisode de Doctor Who 2003, l'épisode animé Shada. Dans Miss Marple. Ah oui, il a joué dans un film dont on avait parlé pendant l'épisode Le Vortex sur la parodie, parce qu'il avait joué dans Whitney et moi avec Richard E. Grant. Ah. Je crois que je le regarde, ce film. J'ai dû confondre, mais il me semblait pas justement qu'il jouait dans la parodie. Qui ça? Paul McGann. Non. J'ai confondu alors. Oui. Et du coup, pour jouer notre antagoniste, qui est mon antagoniste préféré pour le moment, le maître, nous retrouvons Eric Roberts, qui, comme nous avons dit, est le frère de Julia Roberts, actrice quand même assez renommée, et père de Emma Roberts, une actrice qui a joué notamment dans Queen Scream, je sais plus comment ça s'appelle, qui commence à avoir une petite carrière d'actrice également.
C'est probablement l'acteur le plus connu ayant joué le maître encore à ce jour. Il était déjà très connu au moment où il a pris le rôle grâce au film Runaway Train. Il faut savoir, petite anecdote, qu'il est également le mari de Eliza Roberts qui joue Miranda, la petite amie de Bruce dans le téléfilm. Ah, pratique. Et avec plus de 700 rôles et apparitions, il est l'acteur américain le plus souvent présent au générique de blockbusters, films indépendants, films d'animation, téléfilms, séries télé et séries animées, que de courts-métrages ou encore de films d'étudiants. En 2021, il est à l'affiche de 40 projets, ce qui est quand même énorme, juste pour cette année, ce qui est un record dans ce domaine. En 2023, il détient le record en ayant plus de 65 projets juste en une année. Non mais c'est un malade ce mec. Il s'arrête jamais, quoi. Il dort pas. Bah, s'il a fait 700 rôles et apparitions, même si des fois c'est que des apparitions, enfin, C'est fou, c'est quoi. quand même assez dingue. Donc on ne va pas tout citer, sinon on est encore là en 2050. Et sachez qu'il a également participé à des clips de Mariah Carey, d'Eminem, de Rihanna et d'Enrique Iglesias. Rien que ça. Ouais, une petite soirée, il savait pas quoi faire, il voulait pas se Le coucher trop Enrique tôt. Iglesias, il m'a achevé, je crois. Je m'attendais même tellement pas à cette fin. Je me suis dit, oh, ça va, Mariah Carey, Eminem, regarde, Enrique Iglesias, qu'est-ce qu'il fait là? Il a vraiment envie d'être partout, quoi, Eric Roberts. Oui, c'est Ah ouais, ça. mais là, c'est même plus être partout. hein. Non mais oui, c'est abusé là, je suis choquée quand même de tout ça. Genre 65 projets en une année, non mais le mec. C'est une série britannique, c'est un téléfilm américain, mais comme c'est tourné à Vancouver, ils ont quand même cherché un jeune acteur canadien pour jouer, parce que le rôle de Chang Li est joué par Ye Jetso. Et lui, du coup, il a rien fait après, lui, parce que visiblement, il était au tout début de sa carrière. Mais Aucune idée. Je pense que je tape son nom sur Google, je vois direct une photo du film, alors je me dis que ouais, mais il a fait un épisode dans Stargate SG1, un épisode dans Battlestar Galactica, ouais. Oui, voilà, c'est des Stargate épisodes, Atlantis. Oui, il a Arrow. ouais. Oui, il a pas fait grand-chose, hein, ouais. Je sais qu'il a fait des... Ah, il revient dans les... Alors bon, dans les audios, pas mais si ça va il spoiler, mais ouais, il il revient dans les audios, il ouais. joue pas son Ah oui, personnage. effectivement. Parce que je crois Oh, c'est décevant. je crois qu'ils ont pas les droits du personnage dans les téléfilms. Dans le téléfilm. Oh. Ah, il y a un docteur Godard. Ah, Dr. Ah Godard. non. pas de spoil. Attendez, il a fait un truc, c'est Oni I Shrunk the King, the TV show. Ça existe ça. De quoi? Il a fait genre, il y a une série télé de... Ah oui. Maman, j'ai... Je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais plus c'est quoi, rétrécis les gosses là. Moi, j'aurais... Ah. Ah, je connaissais pas le nom. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, ça, chérie, j'ai rétréci les gosses. The TV show. Ah ouais, je ne savais pas. The TV du show, tout il y a que 3 ça saisons. existait. Ah waouh. Eh ben très bien. Eh ben on va passer aux anecdotes. Ya. Et ça va, j'en ai donné qu'une au final. Oh, bien joué. Bon, après, il y a une... je vais commencer par la catégorie lien avec la série. Et Nico en a donné une, c'est que dans la scène d'ouverture, on voit le docteur qui est en train de lire La machine à explorer le temps de Wells. Et c'est une lecture qu'il reprend aussi dans la dernière scène du film. Et c'est un petit clin d'œil au fait qu'on le voit croiser le chemin de Wells dans l'épisode Time Lash. Ouais. Un deuxième lien avec la série d'origine, c'est il y a eu beaucoup... alors tu disais qu'il y avait eu beaucoup d'hommages, enfin beaucoup de liens avec un épisode. Alors moi c'est aussi peut-être parce que c'est des classiques ce que je peux connaître un peu plus, mais il y a eu pas mal de petites anecdotes liées au quatrième Docteur. Parce qu'on voit l'écharpe dans un des casiers que le docteur fouille au début. Et ça, par contre, je l'ai appris en le lisant, mais il y a aussi les Jelly Babies qui apparaissent 3 fois dans le téléfilm. Vraiment, ils ont insisté sur les Jelly Babies. Ouais. Jelly Babies, c'est un truc qu'on voit pas mal dans la série classique. C'est surtout associé au quatrième Docteur, mais je crois que c'est le deuxième Docteur qui commence avec ça, où genre il sort un paquet de bonbons. Les Jelly Babies, c'est des bonbons connus en Angleterre, nous on les connaît pas.
mais c'est des espèces de petits nounours en guimauve, quoi. Et enfin, c'est pas de la guimauve, c'est la gélatine. Et juste, il sort son paquet en permanence, le 4e docteur, il dit « Hey, vous voulez un Jelly Baby ?» Et dans la catégorie lien avec la série, j'ai fait une sous-catégorie différence avec la série aussi. Parce que c'est la première fois que le tournevis Sonic réapparaît dans la série depuis la destruction de l'original dans l'épisode de 1982. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le doublage VF des années 90, le tournevis s'appelait tournevis acoustique. C'est moche quand même comme nom, tournevis acoustique. C'est plus stylé tournevis Sonic. Bon, c'est peut-être parce qu'on est habitué, hein. J'allais dire pareil, si ça se trouve, si on avait entendu acoustique depuis le début, on aurait dit que Sonic... Après, peut-être aussi, acoustique, c'est un peu plus long, tu vois, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus lourd, je trouve, comme mot. Oui. Que Sonic, tu vois, ça va plus vite, quoi. Et je vais terminer par deux anecdotes pop culture. Donc dans la scène de régénération du docteur, la scène est entrecoupée par la scène du réveil de la créature dans le film Frankenstein de 1931. C'est quand le gardien de la morgue le regarde à la télé. Et c'est la transposition plan par plan entre le film et la régénération du docteur. Ouais, j'avais bien aimé cette scène. Justement, je trouvais que... Je me souviens quand j'avais vu cette scène, je me suis dit, tiens, mais il y a quand même des idées de réalisation qui sont plutôt cool. Il s'est un peu fait chier quand même, le gars. Et je vais conclure en disant que si la série n'a pas réussi à s'implanter, Universal, ils ont préféré, et attention, là c'est une très bonne série, je valide, ils ont décidé de financer une saison supplémentaire de la série Sliders plutôt que de produire Doctor Who. Je connais pas. Attends, en fait, comme le téléfilm n'a pas marché, ouais, ils ont préféré... Plutôt que de faire la série, ils ont préféré faire... ils ont foutu l'argent pour une série une autre saison de la série Sliders, ouais. Sliders, je connais pas du tout non plus. Inconnu bataillon de mon côté également. J'ai dû en voir... Il y a 4 ou 5 saisons, j'ai dû en voir la moitié, je pense. Ice Sliders, ok. Ah oui, les mondes parallèles. Il voyage dans les mondes parallèles. Ah. Ok. Mais il y a notamment... c'est comment John Rhys... Non, comment il s'appelle John Rhys Davis. John Rhys Davis, ouais. Ah, qui est cette personne du Seigneur des Anneaux et d'Indiana Jones, là. C'est Gimli. Ah, il joue Gimli. Ok, oui, ok, ça marche. Je le vois. Et en 97, les droits d'utilisation de la série, ils expiraient pour Universal, pour la Fox. Et en 98, Seagal, il a proposé à la BBC de faire un remake des films des années 90, Doctor Who et les Daleks envahissent la Terre. Mais ça a été refusé. Et ensuite, ils ont décidé de détruire la plupart des décors, mais il y a eu seulement la console du TARDIS qui a été sauvée par un fan de Doctor Who qui l'a en partie reconstruite. Et il permet apparemment aux curieux d'aller la voir gratuitement maintenant. Trop stylé. Bon, il devrait faire payer quand même. Bah ouais. Mais je savais pas pour les remakes des films, là. Je savais pas du tout. Bah il a réessayé il a essayé un autre truc pour... Il a tenté, quoi. Ouais. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. J'ai du respect quand même pour... avec tout ce que j'ai lu sur lui, là, sur Philippe Seagal, j'ai un peu de respect pour lui quand même, parce que il s'est bien battu pour faire le film, quoi. Ouais. Il était convaincu et c'était son rêve de le faire. Et j'ai pas été dans le détail, mais il s'est battu vent et marée, parfois contre la BBC, parfois contre les productions américaines. Contre tout le monde. Il a eu pas mal de trucs où il avait pas eu de chance, donc, et il a pas abandonné, donc respect. Bravo. Voilà, c'est tout pour les anecdotes. Si vous voulez, j'ai une petite anecdote inutile, parce que je sais qu'on les aime bien. J'avais lu que quand Paul McGann avait auditionné, il avait auditionné avec les cheveux longs. Et entre-temps, il avait fait un autre rôle où il avait coupé les cheveux. Et du coup, il est revenu le jour du tournage. Et Philippe Seagal, il était en mode « Quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ?» Et du coup, ils ont fait une perruque. Et donc, pendant tout le film, il porte une perruque. Ah putain, il porte une perruque, quoi. Ouais. Oui, j'avais lu ça, ouais.
Excellent, on adore. Très bien. Eh ben, merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Non, bah, les auditeurs ou les auditrices, si vous voulez le voir, bon, mine de rien, on passe quand même pas un mauvais moment. Donc si ça vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas. Ça dure quoi? Ça dure 1h20. Ça se laisse quand même regarder, même si tout n'est pas parfait. Et ça permet voilà, de s'enrichir un peu du lore. Donc, C'est vrai que par contre, on n'a pas parlé de où est-ce qu'on pouvait le trouver légalement. Bah, ça n'existe pas, si. Je suis pas sûre que ça existe, malheureusement. Alors, DVD. techniquement. Y a on pas peut- en DVD ou- Alors, voilà, moi, je l'ai acheté en Blu-ray, mais encore une fois, le problème avec Ouais. les Blu-ray, c'est que c'est pas des Blu-ray français. Oui. Comme nous, on est sur les mêmes zones que la zone britannique, qu'on peut lire les Blu-ray britanniques sur des D'accord. lecteurs Blu-ray français. Donc, c'est pour ça que j'achète les Blu-ray. Ok. Mais il n'y a pas de piste. Ah oui, parce que française. DVD ça marche pas, je crois, c'est Ouais, ça? je crois que les DVD, ça marche pas, ouais. C'est pas la Ok, même zone donc en Blu-ray. DVD, ouais. Donc bah, on peut le trouver en Blu-ray, si vous voulez le regarder. En fait, c'est ça, faut comprendre l'anglais, donc parce qu'il y a les sous-titres anglais quand même. Bah oui. Très bien. Eh bien, c'est ici que se termine ce Vortex. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à écouter nos 2 autres podcasts, Retardis Experience et New Tardis Experience, si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure où vous nous écoutez. Portez-vous bien et à tôt bien. Salut! Quelle heure adios amigos!